Tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, tient dans une fraction dérisoire de l'univers. Bonjour, je m'appelle Sébastien de Vels, je suis enseignant-chercheur à l'IRAP. Je m'appelle Antonio Poizna, je suis étudiant en philosophie et en sociologie au Mirail, à Toulouse. Je m'intéresse aux étoiles elles-mêmes, donc de quoi elles sont constituées, comment elles sont formées, comment elles évoluent, comment est-ce qu'elles meurent. Je fais beaucoup de trucs, mais j'ai une passion assez ardente pour la philosophie. Les étoiles naissent en une poignée de secondes, se mettent à briller pour des milliards d'années et s'éteignent pour l'éternité. Une étoile, c'est une boule de gaz. Dans les galaxies, il y a des grandes zones qui sont des nuages de gaz. Et, si elles rencontrent une petite perturbation, elles vont s'effondrer sous l'effet de leur propre poids. Et ça provoque la naissance d'étoiles. Donc, les étoiles sont le résultat de leur environnement, comme nous finalement. Si le type de chaque étoile est conditionné par son environnement, est-ce que c'est la même chose pour moi ? C'est l'environnement social de telle façon à ce que l'on considère les liens entre les individus. Donc oui, c'est l'environnement, mais je dirais pas nécessairement l'environnement direct. Pour moi, c'est un réseau perceptif. C'est parce que telle personne perçoit que nous percevons aussi, et nos perceptions s'influencent les unes aux autres. Il est conditionné par sa perception des choses, qui est elle-même construite par son environnement. J'aimerais dire qu'il y a une forme de primauté dans l'existence d'autrui avant la nôtre. Ce qui fait de l'étoile une étoile, c'est le fait qu'en son cœur, il y a des réactions nucléaires. Pour le Soleil, c'est de l'hydrogène qui fusionne pour donner de l'hélium. Et ça, cette fusion, ça donne de l'énergie à chaque fois que c'est fait. Et tant qu'il y a de l'hydrogène dans le cœur du Soleil, il est capable de produire cette réaction nucléaire. Et c'est ce qui lui donne son énergie. Donc la différence entre une étoile et nous, ce n'est pas la composition chimique, mais comment s'agencent les atomes entre eux. Il y a même une façon assez amusante pour moi de se représenter les structures humaines, c'est de reprendre les schémas qu'on se fait des maillages chimiques et atomiques. On a les atomes, les perceptions humaines, qui elles-mêmes sont composées de plein d'éléments divers, qui sont eux-mêmes subdivisibles. Et en fait, ces perceptions-là vont s'organiser de telle ou telle sorte. Alors ce sera toujours les mêmes matériaux, mais la forme même de cette organisation définira la structure. C'est donc cet agencement qui façonne les principes biologiques et permet l'émergence de la conscience. En fait, c'est une boule de gaz qui a un équilibre entre la gravité qui veut la faire s'effondrer et les forces de pression qui s'opposent à cet effondrement. Donc le Soleil il a l'équilibre entre les deux. Nous avons levé les yeux vers les étoiles depuis toujours. Nous avons cherché des réponses, espéré des signes, imaginé des dieux cachés dans la lumière lointaine. Mais l'univers n'a jamais répondu. Alors, s'il ne nous regarde pas, s'il ne nous parle pas, s'il ne nous entend pas, que reste-t-il ? On dit que les étoiles, elles rayonnent comme des corps noirs. Donc un corps noir en physique, c'est un corps qui absorbe toute l'énergie et qui restitue cette énergie dans un domaine de longueur d'onde qui correspond uniquement à sa température. On voit que des étoiles, elles n'ont pas toutes la même couleur, elles ne brillent pas toutes de la même façon. Et en fait, ce qui différencie les étoiles, c'est essentiellement le point le plus important, c'est la masse des étoiles qui fait que les étoiles ne sont pas pareilles et qu'elles évoluent pas de la même façon. Cette masse de l'étoile, elle va complètement déterminer comment l'étoile va évoluer par la suite. Elle détermine aussi l'allure qu'elle a, le rayon qu'elle a et la luminosité qu'elle produit. Pour définir l'homme dans son universalité, tous les profils humains, parce qu'on a des perceptions radicalement différentes. C'est ça qui, d'une part, en fait la beauté, mais aussi crée une affirmation logique. C'est parce que la perception de l'autre est différente de la sienne qu'on comprend qu'on a une perception individuelle, qu'on n'a pas tous la même perception, qu'on n'a pas tous... Et même qu'on comprend que les caractéristiques externes de la personne qui vont définir la perception, en phénoménologie, c'est ce qu'on appelle la corporéité, donc c'est le rapport au monde par le corps. Et comme on a un corps différent, ne serait-ce que là, on a un rapport au monde par ce corps qui est différent. Et si, au fond,
nous étions totalement seuls. Si le silence cosmique n'était pas un mystère, mais une évidence. Peut-être que l'univers est indifférent, ou peut-être qu'il n'a jamais eu besoin de nous. Mais alors, pourquoi continuons-nous à chercher ? Pourquoi on voit la lumière d'une étoile après sa mort ? Ça nous amène à par quel type de mort peut passer une étoile. Il y a plein de types de morts d'une étoile possible, et ça dépend, encore une fois, de sa masse. Je pense qu'au moment de la mort, effectivement, il y a une sacralisation de la pensée défunte. Si nous sommes si petits, pourquoi avons-nous besoin de donner du sens à tout ça ? Nous vivons sur un rocher perdu, tournant autour d'un soleil qui finira par mourir. Et pourtant, nous construisons, nous aimons, nous rêvons. Pour l'expliquer très simplement, on a un penseur qui est au stade infantile tant qu'il développe sa théorie. Une fois que sa théorie est développée et partagée de façon structurelle, peut-être même après sa mort, on reprendra en héritage sa théorie, des personnes reprendront en héritage cette théorie, continueront à construire dessus, donc à faire vivre, en quelque sorte, un produit de sa perception. C'est toujours ce mécanisme-là, en fait, d'une étoile, d'une perception individuelle qui crée un système de pensée. Ce système de pensée est ensuite repris de façon structurelle, et en fait, cette personne-là n'existe plus au sens individuel, elle existe au sens structurel. Et après, il y a des morts beaucoup plus spectaculaires, qui sont les morts des étoiles qui sont plus massives. Il y a deux types de morts différentes pour les étoiles plus massives. Il y a celles qui vont déclencher la combustion du carbone. Si la fusion démarre, la fusion du carbone démarre dans un milieu qui est dégénéré comme ça, et ben ça provoque un emballement thermique et une explosion. On parle de supernova, on appelle de type 1. Marx crée un système de pensée, crée une analyse factuelle du monde. Ces systèmes-là sont ensuite repris par ses enfants spirituels. D'autres personnes vont reprendre sa pensée, construire des structures autour de sa pensée, s'organiser, etc. Et même on le voit pour le marxisme, justement, j'ai pris cet exemple parce que c'est très frappant, c'est des structures qui s'organisent jusqu'à mener des révolutions, jusqu'à faire des coups, jusqu'à en fait avoir une influence structurelle et politique très très forte, à réorganiser totalement les systèmes structurels. Et ensuite, il y a un deuxième type de morts violentes qui sont pour des étoiles encore plus massives, qui elles vont passer par la fusion du carbone et de l'oxygène et des éléments de plus en plus lourds jusqu'à un élément charnière qui est le fer. Donc au-delà du fer, il faut casser pour obtenir de l'énergie, et en dessous du fer, il faut fusionner pour avoir de l'énergie. Donc l'étoile, une fois qu'elle va arriver au fer, en fait, elle pourra continuer à faire fusionner, mais ça va plus lui donner d'énergie, ça va lui en prendre. À ce stade-là, c'est la gravité qui va l'emporter sur la pression, et l'étoile va s'effondrer. Et ça fait aussi une supernova de type 2 qui va aussi produire une luminosité très importante. Je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire sur cette brillance après la mort, bien que le temps humain soit différent du temps stellaire. C'est-à-dire que le temps stellaire est déterminé physiquement, et en fait on a cette émulsion d'énergie. Il y a des penseurs qui ont passé des décennies, voire des siècles complètement dans l'ombre, et il y en a encore qui sont dans l'ombre. Donc le corps humain est un corps noir, nous on rayonne, on ne le voit pas parce qu'on rayonne dans l'infrarouge. Nos yeux ne sont pas sensibles à l'infrarouge, donc on ne voit pas le corps humain rayonner, mais le corps humain est un corps noir. Ça n'est pas le cas des étoiles qui ont leur existence déterminée physiquement, qui ont une mécanique pas nécessairement prédictible au dernier degré, mais en tout cas qui va laisser son héritage de façon déterminée. Ce n'est pas le cas de l'humain. Pendant une supernova, une étoile, elle produit à peu près autant de luminosité que la galaxie elle-même. Il y a une supernova qui a explosé, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du crabe maintenant. Alors elle a explosé en 1054, on connaît la date parce que on a retrouvé des écrits de Chinois qui faisaient mention d'un objet très lumineux qu'on voyait même en plein jour. Donc je crois que pendant une semaine ou une dizaine de jours, elle a été visible même en plein jour, cette supernova. Pourquoi faire tout cela si tout est voué à disparaître ? Parce que nous sommes là. Parce que même dans l'indifférence de l'univers, même dans la certitude de notre finitude, nous existons. Et peut-être que cela suffit.